Est-ce qu'on peut monter une start-up après sa thèse? Ben, on va le savoir tout de suite avec Michael et Habib qui me rejoignent sur scène. Merci à vous. Vous avez un micro chacun. Tout va bien, asseyez-vous. Le bleu, le jaune, comme vous voulez. Alors Michael, on va commencer par vous. Vous êtes l'encadrant, comme on dit, vous êtes le directeur de thèse, vous avez été le directeur de thèse d'Habib. Comment, dans votre laboratoire, vous créez l'environnement favorable à des carrières comme celle d'Habib ou d'autres, hein? Oui. Donc, en fait, le directeur de laboratoire, dans un laboratoire comme l'autre, le rôle de directeur de thèse en général, c'est rien que de mettre l'étudiant dans un bon environnement. C'est un environnement où il va d'abord apprendre la recherche fondamentale. Et c'est ce que Habib, on va dire, a réussi à bien faire parce que durant sa thèse, ça c'était la base. Et durant sa thèse, il a eu autour de cette publication qui était vraiment bien valorisée avec des prix de première publication ainsi que des prix de première présentation. Et également le mettre dans un environnement où il va être en contact avec des industriels, soit avec les industriels qu'on a des contrats avec eux, soit à travers savoir comment être ou utiliser la recherche fondamentale pour de l'appliquer et savoir lorsqu'il y a une très bonne idée qui peut être appliquée, le proposer ou le garder pour lui. Ça n'empêche pas de communiquer sur ses résultats fondamentaux, mais l'idée innovante, l'utiliser pour faire de brevets. Et c'est ce également qu'il a réussi très bien à faire à travers 2 brevets déposés durant sa thèse et une 3e qui est en cours de préparation maintenant. Et sur cette base qu'il va créer son start-up. Et les étudiants, les doctorants que vous accompagnez, que vous encadrez, vous leur dites très tôt que différentes possibilités existent, la publication, l'académie d'un côté, sans opposer les deux bien sûr, et les applications, la recherche appliquée comme on dit de l'autre. En fait, entre parenthèses, sans le dire, parce qu'ils ont tout autour d'eux. On a de la recherche fondamentale avec les publications qui sortent chaque jour dans notre laboratoire, mais on a également les industriels qu'on travaille avec des tests chiffres, des contrats industriels. Donc, ils le voient chaque jour. Ils savent bien, ils le contemplent. S'ils sont curieux, intéressés, ils le voient et ils trouvent leur chemin. Ça n'empêche pas peut-être ils ne vont pas ni aimer le fondamental ni l'appliquer, mais il y a beaucoup qui vont s'orienter naturellement vers l'un des deux en fonction de leur appétit ou de leur affinité avec l'un des deux domaines. Et c'était votre cas, Habib, hein. Vous aviez cette volonté dès le départ. Vous n'avez pas eu besoin d'être convaincu, en d'autres termes. Bonjour à toutes et à tous. Non, je n'ai pas eu besoin d'être convaincu. Par contre, c'est toujours intéressant d'avoir une équipe encadrante de thèse, non seulement Michael, mais aussi David Cornu, qui était aussi mon directeur de thèse. En fait, d'avoir des discussions avec eux et de savoir qu'on a toutes les clés en main, en fait, toutes les options possibles après la thèse. Donc peut-être que si j'avais une autre équipe encadrante de thèse, même si à la base j'avais une appétence pour cette valorisation de la recherche, d'amener les projets jusqu'au bout, peut-être que j'aurais choisi une carrière académique si j'avais pas eu ces discussions-là, en fait. Si on m'avait pas donné les clés pour choisir ma carrière à moi. Et cette compétence que vous avez acquise, elle vient aussi de votre vie, de vos expériences professionnelles passées. Finalement, aujourd'hui, vous êtes CEO, NextMath 3D, on va en parler juste après, mais vous l'avez aussi acquis parce que vous avez vécu avant de faire une thèse. Il n'y a pas que la thèse dans la vie, quoi. Non, il n'y a pas que la thèse dans la vie. Enfin, pendant toutes mes études, en fait, j'ai eu des jobs étudiants comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui et ils n'avaient rien à voir avec la science. En fait, c'était beaucoup de commercial, marketing. Donc, ça m'a aussi donné ce côté-là, en fait. Et du coup, là, c'est vraiment incroyable de pouvoir avoir ces compétences-là et de les mettre au service de la valorisation de la recherche, enfin, d'avoir un projet de recherche et de l'amener du laboratoire jusqu'au marché, pour moi, c'est incroyable. Avant que vous nous expliquiez exactement ce qu'est NextMath 3D, et juste Michael, vous aviez vu chez Habib qu'il avait envie, il voulait, et que c'était certainement la bonne voie à adopter pour lui? En fait, il avait cette capacité dès le début de sa thèse de bien comprendre son sujet, bien communiquer et bien le vendre. Et ça s'est traduit dès le début par plusieurs prix de communication orale. Chaque fois qu'il a participé à une compétition, entre parenthèses, il a gagné. Donc, il avait vraiment... en fait, il ne suffit pas de bien communiquer ici. Il avait vraiment le fondamental. Il a bien compris
la limite de son sujet et son application finale. Et ça, oui, ça se voyait dès le début, parce que pour être un bon CEO, il faut être un bon communicant. Et ça, il faut bien vendre son sujet. Donc c'est le cas, vous avez bien vendu votre sujet. Je vois sourire. Ouais, Vous, je ne sais pas si je l'ai bien vendu, mais en tout cas, on a eu des bons résultats scientifiques qui nous ont permis d'aller plus loin. Et après, oui, il faut savoir vendre son sujet pour avoir des prix lors des concours, avoir de la visibilité et obtenir des financements pour continuer. Parlez-en maintenant du sujet. On arrive un petit peu dans ce que vous faites aujourd'hui. NextMat 3D, c'est de l'impression 3D appliquée à la dentisterie. Ouais, alors je suis CEO, enfin pas encore, je suis porteur du projet maintenant parce que la startup est Bientôt en cours CEO. de création. Ouais. Donc la startup n'est pas encore créée, c'est pour bientôt j'espère. Donc oui, j'utilise l'impression 3D. Donc en fait, on formule des biomatériaux imprimables en 3D pour faire de la reconstruction de l'os et notamment au niveau de la chirurgie dentaire. En fait, on essaye de reconstruire l'os pour pouvoir poser des implants dentaires. Sachant que vous avez déjà dû avoir l'agilité, j'ai envie de dire, suffisante pour changer ce qui était le projet de départ, ce qui est jamais évident pour un chercheur. Hein. C'est ça, en fait, mon projet de thèse de départ était une application en cancérologie, donc pas grand-chose à voir avec le dentaire. Et c'est une rencontre avec des chirurgiens dentistes donc, qui développaient un modèle animal qui était intéressant pour nous, pour nos biomatériaux à tester. Et ils se sont rendus compte que ce qu'on faisait pour cette application cancérologie, eux, ils en avaient besoin pour le marché dentaire. Et donc, on a pivoté le sujet pour la future startup en se disant forcément, pour le dentaire, on aura un temps plus court, moins d'investissement et moins de temps de développement. Donc, avec un marché qui est là, donc on a dû pivoter ce sujet pour la start-up. Et ça vous l'avez fait de gaieté de cœur ou vous vous êtes dit, OK, c'est là, c'est rationnel aussi, c'est là qu'il faut aller, quoi. Ah oui, c'était de manière rationnelle. Et puis, le sujet est tout autant passionnant, sachant que le projet cancérologie n'est pas à l'abandon, il est toujours là. Donc, on le garde au laboratoire. On sait que ça va être plus long. Mais niveau agilité, non. Notre but de départ était de formuler des biomatériaux imprimables pour la reconstruction de l'os. À la base, c'était pour la cancérologie, mais là, c'est pour du dentaire. Donc, nous, ça ne nous a pas posé de problème. Non. Vous êtes lauréat iPhD. C'est ça qui vous a donné les clés aussi de cette compréhension de cet environnement? Vous dites pivoter, agilité. Oui, il y a plusieurs choses. En fait, il y a eu le Booster Innovation Montpellier organisé par Muse ici. Il y a eu le programme Doc d'Occitanie. Et il y a eu le concours IPJ. Donc, je suis lauréat IPJ de la 2e édition. Et forcément, avec toutes ces institutions, ces personnes, on arrive à structurer ce projet. On est bien accompagné pour justement aller vers la création de start-up et valoriser ce qu'on a pu développer au laboratoire. Et après, il y a l'étape d'après, c'est iLab. C'est ça. Donc, le deuxième volet des concours d'innovation de BPI France, c'est iLab. Donc, j'ai participé là à cette édition. Donc, j'ai passé l'oral. Donc, maintenant, on attend les résultats. Donc, l'oral, c'est bon alors. C'est bon. Si vous êtes bon à l'oral, c'est bon, c'est fait. On verra bien les résultats. On espère en tout cas et on verra bien. C'est quand les résultats? Moi, je pense juin, normalement. Ok, on souhaite bon courage. Michael, dernière question, est-ce que vous avez actuellement dans votre vivier de doctorants d'autres personnes dont vous vous dites voilà? En fait, on a plusieurs thésards qui ont les potentiels. Ce n'est pas évident qu'ils franchissent les pas. Donc, on les motive toujours comme on peut. Et on espère, disons, notre objectif chaque 2-3 ans, avoir au moins un thésard qui franchit les pas et créer un start-up au sein de notre laboratoire. Donc, je dirais oui. Donc rendez-vous l'année prochaine avec le prochain Habib et on vous invitera sur une table ronde et comme parrain de l'événement. Merci beaucoup à vous deux. Je vous invite à rejoindre le reste des intervenants